Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce numéro. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et important. Il s'agit du crime et de sa dimension juridique. Nous l'abordons avec l'invité du jour, qui est greffier au tribunal de grande instance de Lomé, Monsieur Soloku Ayede. Fidèle auditeur de Radio Djena, c'est un plaisir de vous revoir pour cette émission. Cher invité, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Radio Djena. Merci. Aujourd'hui, nous abordons le crime et sa dimension juridique. Alors, que dit la loi? Quelle définition donne la loi sur le crime? Le crime, juridiquement, c'est un acte commis en contravention ou c'est un acte commis. Oui, je demande la définition juridique du crime. Oui, le crime est un acte commis et qui va à l'encontre de l'ordre social établi. Et en droit, il y a des règles bien établies et qui définissent ce que l'on n'a pas le droit de faire. Et lorsque vous allez à l'encontre de ces prescriptions légales, vous tombez sous le coup de la loi. Ça, c'est une définition générale de ce qu'on appelle crime. Lorsqu'on va dans le fond, vous avez la catégorisation des différentes infractions que la loi a prévues. Et dans cette catégorisation, vous avez les crimes qui sont les actes les plus graves, oui, les délits, les moyennement graves et les contraventions. Alors, le crime, au sens strict du terme, est cette infraction-là qui est punie d'une peine d'emprisonnement allant de 5 au maximum, qui est 50 ans. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'au Togo, il y a la peine capitale? Au Togo, la peine capitale a été bannie depuis le nouveau code pénal qui date de 2015. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui distingue le crime du délit? Le délit, oui. Je viens de définir le crime. Vous avez donc une idée sur ce que c'est que le crime. Oui. Le délit, par contre, c'est une infraction punie. Si nous nous plaçons sur le côté de la peine, ce sont des crimes punis des peines de moins de 5 ans. Bon, de maximum 5 ans, pas moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'on va de 1 mois à 5 ans. Voilà ce que l'on appelle les délits. D'accord. Alors, quels sont les éléments qui permettent de caractériser une infraction de crime? Pour caractériser une infraction de crime, oui. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a des infractions qui, à la fois, peuvent donner lieu à plusieurs qualifications. Et lorsque vous ne savez pas faire votre qualification, vous qualifiez une infraction en réalité criminelle de délit ou vice-versa. Alors, pour qualifier un crime, il faut se placer sur le volet, d'abord peine, que je viens de dire, et ensuite définition. La définition donnée par la loi. La loi définit les délits et consacre des peines qui leur sont applicables. Et pour savoir ce que c'est qu'un délit, il faut pouvoir qualifier l'acte que l'on est en train de poursuivre et le replacer dans son contexte. Et c'est en lisant alors l'article qui lui est consacré que vous vous rendez compte si c'est un délit ou un crime. D'accord. Alors, si lorsque on est face à une infraction, comment est-ce qu'on reconnaît que dans cette situation, c'est un délit ou dans cette situation, c'est un crime? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, oui. Je vois 2 individus oui. qui sont en train de se rentrer dedans, comme on le dit vulgairement. Et ils sont en train de s'adonner aux actes de violence. Alors, lorsque l'un de ces individus-là porte plainte, nous allons nous mettre à rechercher l'infraction appropriée et la nature de cette infraction-là. Alors, la violence, par exemple, la violence volontaire, peut à la fois être criminelle et délictuelle. Délictuelle. Voilà.
Lorsque la violence entraîne par exemple une invalidité de travail allant jusqu'à une durée donnée qui est définie par la loi, on requalifie l'infraction, on criminalise techniquement, on criminalise. Lorsque il s'agit des violences légères qui ont été commises sur une personne donnée, là, on reste sur le champ délictuel. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir mort d'homme avant de parler de crime. Non, pas forcément. La mort ou le meurtre, ça c'est une catégorie d'infractions criminelles. Au-delà de cela, nous avons d'autres infractions qui est par exemple sur le coup, ça ne vient pas. Oui, vous voulez donner un exemple de meurtre? Je vais donner, non pas un exemple de meurtre, l'exemple d'un autre acte qualifié de crime. De crime, oui. Voilà, par exemple, lorsque je vole la nuit dans une maison habitée avec une personne, ça devient un crime. Ah oui. Voilà, parce qu'il y a deux au moins des circonstances aggravantes punies par la loi qui se retrouvent là-dedans. Lorsque je commets un vol simple, il n'y a pas de souci, on me punit du maximum de la peine délictuelle prévue par la loi. Alors, lorsque ce vol-là est qualifié de vol aggravé, ça veut dire qu'il y a des circonstances aggravantes qui sont rentrées là-dedans. Et lorsque deux de ces circonstances-là sont réunies, nous tombons sur le volet criminel du vol. D'accord. Voilà. Puisque vous avez évoqué le meurtre, on en parle en même temps. C'est quoi le meurtre? Ouais. Quand est-ce qu'on parle de meurtre? Oui, on parle de meurtre lorsque un individu donne volontairement la mort à un autre. Donc le meurtre est défini donc comme le fait de donner la mort à une personne. Oui. Voilà. D'accord. Et quels sont les éléments qui permettent de dire ici, il y a eu meurtre ou là-bas, c'est un simple crime? Comme je l'ai dit, le meurtre est une catégorie des crimes. Il peut y avoir d'autres infractions qui ne sont pas forcément des meurtres, mais qui sont qualifiées de crimes. Et j'ai cité quelques exemples relatifs aux violences volontaires qui de base sont délictuelles, mais à un certain niveau peuvent être criminelles. J'en ai parlé aussi pour le vol, qui, lorsque il est aggravé et que deux au moins des circonstances aggravantes prévues par la loi sont réunies, fait qualifier les faits en cause de crime. Alors, lorsque nous parlons de meurtre, il y a forcément crime. Meurtre égale nécessairement crime. Oui. Voilà. Très bien. Alors, en dehors du meurtre, il y a également l'assassinat. Oui, il y a l'assassinat. Ce sont des notions voisines qu'il ne faut surtout pas confondre, parce que sinon vous condamnez un individu qui peut-être est censé purger maximum 20 ans de réclusion criminelle, va aller jusqu'à 50 si l'on veut être sévère. Alors le meurtre, lui, on l'a défini, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et toutes les deux notions sont placées sous un même chapitre qui parle des homicides volontaires. Alors, un homicide volontaire peut être soit un meurtre ou un assassinat. Il y a aussi l'empoisonnement qui est placé sous le même chapitre. Et l'assassinat, par contre, c'est ce meurtre-là qui est commis avec préméditation ou guet-apens. Il faut que ces deux conditions soient réunies pour que l'on parle d'assassinat plutôt que de meurtre. Lorsqu'il y a mort d'homme, on recherche d'abord, est-ce que c'est volontaire? Alors, si c'est volontaire, est-ce que c'est prémédité? Lorsque cette infraction-là, le meurtre n'est pas prémédité, on recherche, est-ce qu'il y a... la préméditation
pour aller au guet-apens, on passe nécessairement par la préméditation. C'est parce que tu as prévu tuer. Que tu as mis en place un piège. Voilà, que tu te mets à côté pour attendre ta victime. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut qualifier un accident de route où il y a eu mort d'homme de meurtre? Non, parce que justement, il n'y a pas l'intention de donner la mort. Il y a ce qu'on appelle l'animus necandi. C'est une expression latine qui voudrait dire la volonté de donner la mort. Lorsque cette volonté-là n'existe pas, on ne pourra pas parler de meurtre. Alors, au cours d'un accident de circulation, lorsque une personne en venait à mourir, on ne saurait parler de meurtre parce qu'il y a défaut de l'intention de tuer. Cependant, il y a homicide, lequel homicide est involontaire. Voilà. On parle alors d'homicide involontaire. Et cette infraction est punie d'une peine moins élevée, nettement moins élevée que le meurtre, qui à la base est une infraction précédée de la volonté de tuer. Donc c'est la volonté de tuer. L'intention, on va parler de l'intention, la préméditation qui permet de départager, qui permet de qualifier si on est en face d'un meurtre ou s'il s'agit d'un assassinat. Justement. D'accord. Non, la volonté de tuer conduit nécessairement soit au meurtre ou à l'assassinat. Lorsqu'il y a la volonté, vous pouvez commettre juste le meurtre parce que vous n'avez pas prémédité. Nous sommes par exemple dans une altercation et qui tourne mal. Au moment où je voulais peut-être vous donner un coup juste pour vous corriger, la personne en face succombe. Voilà. J'ai eu l'intention de commettre l'infraction. Sauf que je ne l'avais pas prévu depuis la maison. Voilà. D'accord. Et maintenant, qu'en est-il du cas de la légitime défense? La légitime défense, c'est des cas, sont les cas dans lesquels la loi vous autorise à vous défendre, comme le terme le dit bien. Lorsque vous êtes en danger face à une personne, vous avez le droit de vous défendre lorsque vous sentez un danger venant de la personne. Alors, pour vous défendre, vous devez agir de manière proportionnelle. Vous ne devez pas poser un acte plus grave ou plus agressif que l'acte contre lequel vous voulez vous défendre. Et dans ce cas, c'est quelle qualification qui est retenue? C'est le meurtre? Non, dans ce cas, il n'y a pas d'infraction en réalité. C'est ce que la loi dit. Lorsque, pour vous défendre, vous commettez une infraction, tant que cette infraction-là est proportionnée, et cette réaction est proportionnée à l'acte contre lequel vous vous défendez, on ne saurait parler d'infraction. Donc à partir de ce moment, on ne risque pas de peine. Voilà, vous ne risquez pas de peine. Vous bénéficiez de cette excuse-là, parce que c'est la loi qui vous permet de vous défendre. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé de meurtre, on a parlé d'assassinat. J'en viens à la question du crime passionnel. Le crime passionnel. Oui. Voilà. Est-ce que la législation togolaise a un article qui dispose allant dans ce sens? À ma connaissance, non. À ma connaissance, on n'a pas qualifié un crime de crime passionnel. Mais lorsque vous lisez le code, vous voyez ces parties-là où la loi en fait cas, comme circonstance aggravante ou atténuante. Je n'ai pas les dispositions en tête, mais lorsque, par exemple, vous retrouvez votre conjoint dans un même lit avec son amant et que vous décidez de mettre fin à la vie de l'un ou de l'autre, vous n'êtes pas excusé. Ça, ce n'est pas de la légitime défense. Vous avez plutôt commis une infraction pour laquelle on vous punira certainement. C'est un crime passionnel, mais vous êtes puni. Il y a quelque chose qui vous a vexé, un acte commis par une personne qui vous a vexé. Mais ça ne vous donne pas le droit, en fait, de
de réagir, de commettre une infraction, parce que vous n'êtes pas en danger. Voilà. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la loi, on tient compte de l'état mental ou de la santé mentale de la personne qui commet le crime? Bien entendu. Parce que lorsque vous ne possédez pas toutes vos facultés mentales, l'on parle dans ce cas-là d'irresponsabilité pénale. Voilà. Lorsque vous n'êtes pas pénalement responsable, on ne saurait vous punir. C'est justement pour la raison pour laquelle, lors des procédures, on essaie surtout pour les cas de crime, avant même de renvoyer la personne qui fait l'objet d'enquête au jugement, on ordonne une expertise psychiatrique pour voir si mentalement la personne est apte. Voilà. Lorsque la personne, la faculté mentale est défaillante, alors on vous dit que vous n'êtes pas pénalement responsable et donc vous ne saurez être puni. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'objectif de la peine. Parce qu'en réalité, l'objectif de la peine, c'est à la fois de punir, oui, mais de corriger également. Si pour vous corriger, on vous met en prison ou on vous demande de payer une amende et qu'à la fin, vous n'êtes pas en mesure de comprendre la raison pour laquelle on vous punit, alors pourquoi alors vous punir? Alors c'est justement la raison pour laquelle les personnes qui ne sont pas en possession de toutes les facultés mentales ne sont pas pénalement responsables. D'accord. Alors, est-ce que pour tous les crimes, lorsqu'il y a affaire, on doit aller au tribunal, nécessairement on fait des examens aux personnes, aux présumés coupables? Il faut dire que lorsqu'il y a crime oui. ou infraction, il y a infraction de manière générale, le parquet a le plein pouvoir de se saisir. Que vous, victime, vous l'ayez saisi ou qu'une autre personne, une tierce personne, saisisse le parquet, l'infraction pourra être poursuivie et réprimée. Mais le parquet lui-même peut s'autosaisir. Il a été au courant d'une infraction qui vient d'être commise ou qui est en train de se commettre. Le ministère public, qu'on appelle le parquet, se saisit de l'affaire. Parce qu'une infraction est un trouble à l'ordre public. Et qui est garant de l'ordre public, c'est l'État. Qui représente l'État, c'est le parquet, le ministère public. Voilà. C'est pourquoi, d'office, il peut se saisir pour poursuivre toute infraction qui sont commises, à l'exception, bien sûr, des infractions relatives qui sont inhérentes à la personnalité de celui qui se prétend être victime. Je parle par exemple des diffamations, des atteintes à l'honneur de manière générale. Lorsque vous êtes victime d'une atteinte à l'honneur, il vous appartient de mettre en mouvement ce que l'on appelle l'action publique et de se faire accompagner par le parquet. Mais pour ces genres d'infractions, lorsque vous décidez de retirer votre plainte, il est mis fin à la procédure. C'est-à-dire que lorsque vous retirez la plainte, la procédure prend fin. L'action est éteinte. Parce que c'est vous qui estimez avoir subi un préjudice. Et c'est vous également qui dites que vous ne voulez plus continuer la procédure. Alors, on vous en donne acte et on met fin à la procédure. Par contre, lorsque vous êtes en face d'autres infractions, le meurtre, le vol, violence volontaire, qui sont strictement des infractions qui portent atteinte ou qui troublent l'ordre public, là, on ne vous laisse pas faire. Quelqu'un vous a blessé, vous dites que vous retirez votre plainte, le parquet peut continuer parce qu'il s'agit d'une personne dangereuse qui, si on la laisse, peut commettre d'autres infractions. Lorsque on vous vole, vous retirez votre plainte, l'action publique est toujours en mouvement, sauf si le parquet lui-même décide et il dit, bon, voilà, la personne que nous sommes en train de poursuivre a compris la leçon et elle ne pourra plus continuer. On peut alors
libéré. On ne met pas fin à l'action publique. Je parle ici de la libération. Sinon, lorsque vous faites l'objet d'une procédure pénale, l'aboutissement, c'est un jugement. Oui. La liberté provisoire qu'on accorde généralement, ce sont des avantages, des faveurs qu'on accorde aux prévenus ou lorsque vous êtes à l'instruction aux inculpés pour pouvoir bénéficier d'une liberté afin de comparaître libre pendant que la procédure suit son cours. D'accord. Voilà. Alors, à l'entame de l'émission, vous avez parlé de situations aggravantes. Voilà. Quelles sont les situations aggravantes et les situations atténuantes d'un crime? Voilà. Parce que chaque infraction, à chaque infraction, c'est circonstances aggravantes. Ah oui. Ouais. La loi a pris soin, lorsque elle prévoit une infraction, de mettre à côté les circonstances aggravantes. Mais il y a des circonstances aggravantes d'ordre général. D'accord. Et également les circonstances atténuantes d'ordre général. Par exemple, pour le crime dont on venait de parler, oui. Lorsque, pour donner la mort, vous aviez fait l'objet, par exemple, où vous étiez en train de voler, je fais simple, vous étiez en train de commettre un vol. Vous avez été surpris par un individu. Et pour ne pas être dénoncé, vous mettez fin à la vie de cet individu-là. Vous avez commis un meurtre avec une circonstance aggravante. Voilà. Lorsque un meurtre est commis dans un objectif ou dans un but rituel, oui. Il s'agit d'une circonstance aggravante également. Et là, la peine va de 20 à 30 ans. Vous voyez? Et lorsque nous nous plaçons sur le côté délictuel des infractions, s'il s'agit d'un vol, je venais de citer certaines circonstances aggravantes. Lorsque le vol est commis de nuit, dans une maison habitée, par un groupe de personnes, chacun de ces éléments que je cite est une circonstance aggravante. Par contre, les circonstances atténuantes, ce sont par exemple le fait d'être un délinquant primaire. C'est la première fois pour vous de commettre une infraction. Ça peut arriver à tout le monde. La loi dit, on vous donne une deuxième chance. On réduit votre peine. Peut-être que vous avez compris. Mais lorsque vous revenez, vous récidivez, ça devient une circonstance aggravante. Est-ce que l'âge du criminel, de l'auteur du crime, peut être une situation atténuante, le cas d'un mineur? Le cas d'un mineur. La loi prévoit également des mesures pour corriger les enfants, les mineurs qui sont en conflit avec elle. Alors, lorsque vous êtes mineur et que vous commettez une infraction, on ne peut pas vous punir au même titre qu'un majeur. Oui. Voilà. C'est dans des circonstances exceptionnelles qu'on met les enfants mineurs en prison. Ça n'arrive pas souvent. Il semblerait que les mineurs sont pénalement irresponsables, ne sont pas pénalement responsables. La majorité pénale, en réalité, est de 14 ans. Voilà. Lorsque vous avez 14 ans, vous êtes pénalement responsable. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut déjà, à tous les coups, vous mettre en prison. Oui. On peut prendre d'autres mesures pour vous permettre de vous ressaisir. Et lorsque l'infraction que vous venez de commettre ou que vous avez commise est exceptionnellement grave, on pourrait alors, dans ce cas-là, vous détenir, quoique vous êtes mineur. Voilà. Oui. Quand on prend le cas particulier de l'assassinat, vu qu'il y a intention de nuire et préméditation, est-ce qu'on peut parler dans ce cas de situation atténuante? Non, on ne saurait parler de circonstances atténuantes parce que vous êtes mineur. La loi a prévu des peines pour des mineurs. Et dans ces peines-là, il y a aussi des circonstances atténuantes. Voilà. Le simple fait d'avoir moins de 18 ans ou moins de 15 ans ne fait pas de vous ou ne vous excuse pas. Sauf que, compte tenu de votre âge,
on se dit que vous ne pouvez pas subir la même peine qu'une personne majeure. Et généralement, la peine maximale pour un mineur qui a commis un crime, c'est combien d'années? Je ne vais pas vous tromper, je n'ai pas la peine maximale pour un mineur en tête. Et pour en savoir davantage, on va se référer au Code de l'enfant qui prend en compte les cas des enfants en conflit avec la loi. Voilà. Et maintenant, lorsque le crime a été commis par une personne adulte qui a la capacité juridique et que c'est un assassinat, Oui. dans ce cas, est-ce qu'il y a des situations atténuantes? C'est-à-dire, l'assassinat est commis Oui. par une personne Adulte, oui. Oui, comme je l'ai dit, il y a des circonstances atténuantes d'ordre général qui ne sont pas nécessairement liées à l'infraction ou qui ne sont pas inhérentes à l'infraction que l'on poursuit. Alors, lorsqu'une personne majeure commet un acte qualifié ou un crime qualifié d'assassinat, il faut voir les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et il relève l'appréciation ou l'appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes relève du pouvoir discrétionnaire du juge. C'est à lui de voir, compte tenu de l'enquête qui a été menée, des auditions, des témoins, des expertises et tout, on verra s'il y a une circonstance aggravante ou atténuante. L'expertise peut révéler peut-être, par exemple, qu'au moment des faits, l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire l'assassin, était sous l'effet de l'alcool. Sous l'effet de l'alcool. Alors, on peut penser peut-être tout de suite à une circonstance atténuante, mais c'est le contraire. C'est le contraire, oui. C'est une situation aggravante. Voilà. Ce sont ces éléments-là qui permettent de... Vous ne pouvez pas rester juste chez vous, à la maison, pour dire que telle infraction commise par cet individu fait appel à certaines circonstances atténuantes ou aggravantes. Il faut vraiment aller dans le fond du dossier et faire des enquêtes nécessaires avant de tirer la conclusion. D'accord. Est-ce que dans le code pénal, il y a une énumération exhaustive de ce qu'on pourrait considérer ou apprécier comme situation atténuante? Non, ce n'est pas exhaustif. C'est pourquoi je dis que cela relève de l'appréciation du juge. Voilà. Maintenant, nous sommes au Togo, nous sommes dans un contexte africain. Voilà. Qu'en est-il des crimes qui sont commis par méthode ou par voie métaphysique et spirituelle? Est-ce qu'on prend ça en compte? J'évoquais tantôt un cas, les crimes commis dans un but rituel. Oui. Ça, c'est puni par la loi. Et ça fait même partie des circonstances aggravantes. Alors, lorsque je viens de l'autre côté, lorsque vous accusez quelqu'un ou vous reprochez à quelqu'un d'avoir commis telle infraction par voie mystique, oui. Ça, il ne s'agit pas d'avoir donné la mort pour des raisons mystiques. Parce que là, il y a l'élément matériel que l'on exige pour qu'une infraction soit constituée à côté de l'élément intentionnel et légal. Là, vous dites que telle personne, au moyen de la sorcellerie, oui. a tué telle personne, oui. ou a commis telle infraction. Oui. Vous devez le prouver. Et là, l'élément matériel va faire défaut. Et l'infraction va tomber. La loi ne prend pas en compte les infractions que vous prétendez avoir été commises au moyen, par les moyens mystiques. Voilà. Et s'il y a des preuves? Vous n'aurez pas de preuves. Légalement, vous n'avez pas de preuves pour attester ou pour convaincre le tribunal que X a tué Y par la sorcellerie. Vous n'en aurez pas. Généralement, il y a des témoignages. Lors des auditions, il y a des témoignages. Qu'est-ce que nous appelons l'élément matériel? Oui, allez-y. L'élément matériel, c'est l'acte même
le fait même qui démontre l'infraction qui vient d'être commise. Si on me dit que j'ai volé cette bouteille d'eau, l'élément matériel, c'est que la bouteille est là, on la retrouve chez moi, avec moi. Oui. Ça, c'est l'élément matériel. J'ai tué quelqu'un, il faut un moyen pour tuer quelqu'un, soit par l'empoisonnement, la fusillade ou un poignard. Il faut tuer quelqu'un par un moyen. Et lorsque vous n'arrivez pas à démontrer le moyen par lequel l'infraction a été commise, il n'y a pas d'élément matériel et il n'y a pas d'infraction. Vous pouvez, par la sorcellerie, faire voir les choses aux gens, mais tout le monde ne peut pas voir. Le juge n'est pas sorcier pour voir la démonstration que vous êtes en train de faire. Et s'il ne peut pas voir la démonstration, c'est que l'infraction n'existe pas. Voilà. D'accord. Et si, par exemple, on constate dans une contrée qu'il y a, des personnes qui décèdent en cascade, et finalement c'est révélé, ou dans une famille, il y a une suite de décès inexpliqués, et finalement il y a la révélation comme quoi c'est par voie mystique qu'on est en train de faire du mal à une communauté ou à des personnes. Dans ce cas, comment le juge réagit? Que dit la loi? Oui, en fait, la personne même qui accuse une autre personne d'avoir commis une infraction par voie mystique encourt une peine. Oui, pour atteinte à l'honneur. C'est de la diffamation. Justement. Si vous m'accusez d'avoir tué X par la sorcellerie, je peux vous poursuivre. Vous n'aurez pas d'éléments pour prouver que je l'ai tué avec la sorcellerie, même si vous êtes sorcier, désolé. Oui, allez-y. Mais moi, j'ai les preuves pour vous accuser ou vous poursuivre pour diffamation, parce que vous l'avez dit, les gens l'ont entendu, les gens ont supposé que c'est vrai, les gens m'ont traité de sorcier, et cela est de nature à entacher ma réputation. Et lorsque quelqu'un pose des actes de nature à entacher votre réputation, vous êtes dans tous les droits de poursuivre la personne. Et vous aurez raison. Voilà. D'accord, merci bien. Alors, dites-nous, quelles sont souvent les motivations de la commission d'un crime? Les crimes sont souvent motivés par des raisons économiques, par des raisons politiques, des raisons peut-être d'ordre social également. Lorsque vous prenez les infractions prévues par la loi, il y a ces infractions-là. Quand je parle de raisons économiques, là je ne parle pas de crime dans le sens strict du terme. Je parle de l'infraction en général. Pour des raisons économiques, je peux décider d'éliminer mon ami avec lequel j'ai fait des projets qui, à la fin, se sont révélés très juteux. Je vais en profiter seul. Ça, c'est une raison et que je qualifie d'économique. Il y a des infractions strictement liées à l'économie que l'on appelle les infractions économiques et financières. Ce sont des détournements de deniers publics, les escroqueries portant sur des sommes d'argent, l'abus de confiance et consorts. Pour des raisons politiques, on peut commettre aussi des infractions. Vous en savez mieux que moi. Et quand je parle de raisons sociales, en famille, les problèmes familiaux vous amènent à vous lever les uns contre les autres et jusqu'à en arriver à commettre des infractions, peut-être des violences volontaires, des homicides dont on vient de parler. Voilà. Et généralement, quels sont les cas que vous traitez le plus? Au tribunal, on traite des infractions de diverses natures. Mais ce qui revient le plus, ce sont des infractions à caractère financier, comme je l'ai dit, l'escroquerie, l'abus de confiance, le vol. Ce sont des infractions, si on veut tenir compte de la qualification faite par le code pénal, des infractions contre les biens. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour des raisons justement économiques que je viens d'énumérer.
Il y a aussi les infractions à caractère sexuel, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, vous avez les cas d'abus sexuels qui foisonnent, les cas de pédophilie, les cas de viol qui sont là. Le plus souvent, c'est ce que nous rencontrons. C'est ce que vous rencontrez. Et à côté, il y a aussi quand même les homicides dont nous venons de parler. Oui. Pour le cas particulier de l'assassinat, est-ce que c'est toujours des questions économiques et politiques? Chacun, en réalité, a son mobile pour commettre une infraction. Et nous avons essayé de les regrouper, c'est-à-dire de regrouper ces mobiles-là dans la catégorie politique, économique, sociale. Ça, c'est strictement personnel. Une autre personne pourra essayer d'aller dans un autre sens. Voilà. Parce que généralement, quand il s'agit d'assassinat, les histoires que nous entendons sont motivées peut-être par la vengeance ou des crimes passionnels. Oui, c'est ce que moi j'ai qualifié de social en fait. D'accord. Voilà. Les faits sociaux, c'est ça. Tuer pour sa mère, tuer pour son père, tuer pour sa femme, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quelle procédure lorsqu'on est... il est fait situation d'un meurtre ou d'un assassinat? Quelle procédure entamée au niveau des autorités? Oui, lorsque vous avez connaissance d'un crime, d'un meurtre, ce que vous faites en premier lieu, c'est de dénoncer. Vous pouvez dénoncer à la police ou à la gendarmerie ou devant le procureur de la République lui-même. Bon, quand on parle du procureur de la République, il n'est pas le seul. Il est assisté par ce qu'on appelle les substituts. Vous pouvez voir l'un d'eux pour faire votre dénonciation. Lorsque vous ne pouvez pas y aller, parlez-en à quiconque. À quiconque. Que vous voyez. Et si on a la peur personne sera pour sa vie? chargée. Ouais, ça c'est un autre cas. Oui, parce que souvent les cas de meurtre et tout de crime, les gens ne sont pas au courant. Oui, souvent, qu'est-ce qui fait peur aux gens? C'est le fait à la fin d'être impliqué dans la procédure. Les gens ont peur du tribunal. Les gens pensent que parce que je suis au courant de cette infraction-là, on peut aussi me mettre dedans. Mais en réalité, si vous ne vous reprochez rien, vous avez l'obligation d'ailleurs de dénoncer toute infraction que vous savez avoir été commise ou être en train de se commettre. Voilà. D'accord. Alors, Ayédé Sonoukou, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et à bientôt. À bientôt. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Lomé. C'était tout pour aujourd'hui, fidèles auditeurs. Merci de nous avoir suivis et à très vite. C'était Michak Nyaro à l'antenne.